Et un grand temps qui est justement consacré à cette visite du pape François qui s'envolera donc demain pour 4 jours avec comme point d'orgue une messe devant près de 40 000 fidèles, dit-on, au Roi Baudouin à Bruxelles. Avec nous pour en parler, Nicolas Senez, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste à La Croix, ancien correspondant au Vatican pour le journal français, auteur notamment de Comment l'Amérique peut changer le pape. C'est aux éditions Bayard Presse. Une tournée qui commence demain, beaucoup plus courte que celle que le pape a effectuée du 2 au 13 septembre en Asie et du Sud-Est et en Océanie. Ça, c'est le premier point qui est clair et net. Pourquoi je vous pose la question? Parce que, disons-le, ce pape, il n'est pas habitué à voyager en Europe. Il vient peu en Europe et surtout, il va rarement dans les grands pays européens. Même quand il vient en France, il dit c'est pas un voyage en France, c'est un voyage à Marseille. Par contre, il cible beaucoup les petits pays. Il a fait quasiment tous les petits pays, les pays baltes. C'est vrai. Il est allé en Suède, qui n'est pas un grand pays catholique en tout cas, mais il est allé en Roumanie, etc., etc. Là, il va au Luxembourg, en Belgique, ce sera 2 petits pays, mais c'est son côté, je m'attache plutôt à aller vers les petits, et ça se marque jusque dans son côté européen. Alors, ce sera que quelques heures au Luxembourg, avec un protocole usuel, les autorités religieuses, les autorités diplomatiques notamment. Et puis ensuite, donc, la Belgique, s'agissant du Luxembourg, c'est la première visite papale depuis Jean-Paul II en 1985 tout de même. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas le seul qui voyage pas en Europe. Non, mais c'est vrai que c'est pas une étape. C'est tout petit, le Luxembourg. Ouais. Mais ça, il y a l'archevêque de Luxembourg, le cardinal Ulrich, est un homme important dans le dispositif papal. C'est un de ses plus proches conseillers. C'est un jésuite comme lui, qui a été longtemps au Japon, qui est beaucoup sur les questions d'interculturalité aussi. Et puis, au Vatican, il suit ce qu'on appelle le synode sur la synodalité. Alors, c'est un nom un peu barbare, mais c'est toute une assemblée qui va se réunir là, prochainement au mois d'octobre. L'idée, c'est de un peu changer le mode d'organisation de l'Église, la façon dont ça fonctionne, moins pyramidal, plus dans le consensus et la discussion. Alors la Belgique, vous disiez petit pays, que ce soit le Luxembourg ou la Belgique, mais on parle de nombre d'habitants et évidemment un peu plus de 11 millions pour la Belgique. Mais en Belgique, il y a tout de même un anniversaire que va fêter le pape dans le royaume. Ce sont les 600 ans de l'Université catholique de Louvain, qu'on connaît bien à TV5 Monde, de par les invités et les chercheurs que l'on reçoit, fondée en 1425. Oui, alors c'est un grand centre intellectuel, religieux. Il y a eu une école de théologie qui a été très importante au XXe siècle pour le changement de l'Église au moment du Concile Vatican II. Ça a été moteur. Il y a aussi beaucoup de missionnaires qui ont été formés là. Donc c'est une université qui a eu un rayonnement international extrêmement important. Au départ, ce sont 2 universités qui fusionnent au XVe siècle. Voilà, et puis qui se reséparent à nouveau au XXe, à 68-72, où d'un côté les néerlandophones, de l'autre côté les francophones, de façon un petit peu dure. On raconte que même dans la bibliothèque, à un moment, on prenait les encyclopédies, le volume A pour les francophones, le volume B, comme ça, qui a pendant longtemps eu des collections qui étaient de part et d'autre. Mais surtout, c'est une université qui a eu un grand rayonnement. Je pense que c'est ça aussi qu'il veut montrer, de ce rayonnement du catholicisme européen, mais qui a encore quelque chose à dire finalement au reste du monde. Quand un pape voyage, c'est aussi pour ressusciter, en tout cas pour réanimer la flamme des croyants. 65% de la population belge est chrétienne, dont 58% se dit catholique, selon des chiffres, ça ne s'invente pas, de l'université de Louvain. Est-ce qu'à l'instar d'autres pays européens, il y a moins en moins de fidèles qui vont à l'église et qui pratiquent? La déchristianisation, la sécularisation, c'est vraiment ça traverse toute l'Europe, principalement aussi les pays, on va dire, du nord-ouest de l'Europe, et la Belgique en premier lieu. Je ne suis pas certain que ça va être un sujet que le pape va aborder en tant que tel. Ce qui va plus l'intéresser, là où il risque plus d'interpeller, c'est de dire, il y a la sécularisation, mais derrière, l'Europe ne doit pas oublier ce christianisme qu'il a fait vivre, mais pas tant l'Église comme qui dirige et qui régente tout, mais plutôt il y a un certain nombre de valeurs humanistes, d'humanité. Et par exemple à Louvain, devant les professeurs donc de l'université flamande, il va aborder la question des migrants. Et ça va aussi être une interpellation de dire qu'est-ce que vous, l'Europe, vous faites de ces racines chrétiennes en termes d'accueil. N'oublions pas d'ailleurs, peut-être pas protocolairement, mais il est en Belgique, mais il est aussi à Bruxelles, capitale de l'Europe. Voilà, alors, l'une des capitales avec Strasbourg, mais c'est là où siègent les institutions. Il est déjà allé voir les institutions européennes. Ouais. Il va peut-être croiser, il y aura certainement que dans le protocole
les institutions européennes. Et puis, il va voir les étudiants à Louvain-la-Neuve. Là, il va parler du climat. Là aussi, c'est une façon de dire qu'est-ce que cette Europe a à dire et qu'est-ce que cette Europe peut faire aujourd'hui pour cet enjeu mondial qu'est le climat. Alors le pape aussi qui va rencontrer 15 victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église. On en parlait dans la première partie à travers le reportage de notre partenaire, la télévision belge, la RTBF. Que peut-il faire face à ces victimes qui vont sans doute lui remettre une lettre ? Déjà les écouter, leur faire sentir qu'elles sont écoutées. Je pense qu'il y a, face à tout ce qui s'est passé en Belgique, il y a eu une affaire, l'affaire de Monsieur Van Geluwe, enfin Monsieur Van Geluwe maintenant, puisqu'il est heureusement plus évêque, mais qui était l'ancien évêque de Bruges, qui a quand même traîné très longtemps. Le Vatican a mis beaucoup de temps à justement faire en sorte qu'il ne soit plus évêque. Et c'est seulement à la fin de l'année dernière que Alexander De Croo a interpellé le pape là-dessus. Et qu'en mars dernier, où le Vatican a officiellement démis Van Geluwe de toute... annoncé qu'il n'est plus évêque, il n'est plus prêtre. Même le pape François a tardé, alors que ces questions-là lui tiennent à cœur, si on peut le dire ainsi. Oui, mais le Vatican, c'est une très grosse machine, vous savez. Alors, ne serait-ce que le Dicaster pour la doctrine de la foi, qui est l'organisme qui suit toutes ces questions-là au Vatican, reçoit à peu près 1000 dossiers chaque année pour une vingtaine de personnes. Donc ça remet beaucoup de temps. Il y a un énorme travail à faire. Il y a un travail aussi de changement des mentalités. Je pense que le Vatican n'a pas forcément bien compris aussi justement les victimes. Ils ont compris les actes et la gravité des actes. Ils n'ont pas encore bien compris, je pense, les effets que ça peut avoir sur les victimes. Et là-dessus, il y a un vrai travail à faire. Mais je pense que c'est quelque chose qui traverse aussi pas seulement l'Église, mais toutes les sociétés. On le voit, nous, en France, avec l'affaire de Mazan, par exemple, où on n'a pas encore bien compris, finalement... C'est cet homme qui a drogué sa femme, qui a été violée par 60 personnes. Et à quel point la question des violences sexuelles traverse et bouleverse profondément toute la société. Mais au sein de l'Église catholique, ça prend peut-être pas une autre dimension, mais... L'abbé Pierre, qui était une figure intouchable, c'est vrai que le pape a dit que c'était un terrible pécheur. Alors c'est vrai que ça suscite une onde de choc, cette affaire. Comment, au sein du Vatican, cela a été géré, cela a été gardé, mis sous silence ? Alors, je pense que l'affaire est arrivée dans les années 50. À l'époque, il faut avoir conscience que ce qu'on appelle le péché contre le 6e commandement, ça va de ces crimes là à simplement un prêtre qui rompt le vœu de chasteté. Et il n'y a pas vraiment en gros, il n'y a pas vraiment de différence. Donc quand on va leur dire l'abbé Pierre après avec le 6e commandement, si on leur dit pas exactement ce qui s'est passé, ils comprennent pas forcément. À l'époque surtout, ils comprenaient pas forcément la gravité. Je pense que petit à petit. C'est surtout à la fin des années 90, début des années 2000. Et depuis sa mort aussi, où là... Voilà. Alors, ensuite, il y a des choses qui sont certainement remontées depuis. Mais globalement, c'est des choses dont on ne parlait pas forcément. Et puis surtout, on a vraiment dans l'Église, mais comme dans le reste de la société, on n'a pas vraiment pris conscience de la gravité de ces actes. Vraiment à partir de la fin des années 90. Voilà. Alors, vous l'entendiez tout comme nous, dans le rappel de titre de l'actualité, les mots du pape, arrêter les guerres, il appelle à une désescalade au Proche-Orient. Est-ce que la voix du pape François, du chef de l'Église catholique, peut peser sur ce qui se passe en Ukraine, au Proche-Orient? Il cite aussi souvent le Soudan, où une terrible guerre civile fait rage. Alors, elle porte... Évidemment, le pape n'a pas d'armée, donc il ne peut pas agir militairement. Ça peut l'aider aussi parce qu'il n'a pas d'intérêt non plus, y compris économique, dans les guerres qu'il peut y avoir. Donc, il a une parole un peu d'indépendance symbolique. Par exemple, entre l'Ukraine et la Russie, on sait qu'il y a un certain nombre de négociations, d'échanges de prisonniers qui ont pu passer par le Vatican, que c'est un point de contact, en tout cas, entre l'Ukraine et la Russie. Au Proche-Orient, évidemment, le Liban, c'est un pays où il y a une très forte minorité chrétienne, donc qui compte beaucoup aux yeux du Vatican. Il y a toujours eu des liens très étroits entre le Vatican et le Liban. Les relations avec Israël sont plus compliquées, évidemment. Mais... Pourquoi ? Il y a tout le passif d'antijudaïsme de l'Église, d'antisémitisme, qui a porté pendant... Par exemple, on parlait des voyages papaux. Un des premiers voyages d'un pape au XXe siècle, Paul VI, va en Terre Sainte, à l'époque, on dit en Terre Sainte, et à aucun moment, il ne cite le nom d'Israël.
Oui. Et ça, quand même, ça a beaucoup marqué dans les relations entre le judaïsme et le... Et un dernier mot, parce qu'on est un peu pris par le temps. Aung San Suu Kyi, condamnée à 27 ans de prison en Birmanie. On parlait de la guerre civile dans ce pays asiatique en première partie. Elle peut vraiment, si la junte le permet, venir au Vatican Ça serait une première. Ça, pour lui ça accorder fait l'exil? ça fait comme très longtemps qu'on n'a pas vu ça. On a pu le voir pour des responsables d'église. Je pense, pendant longtemps, il y en a un archevêque de Budapest, un cardinal qui a été Pendant la guerre expulsé, froide, voilà, expulsé, qui habitait au Vatican pour des laïcs et même personnalité qui n'est pas chrétienne. C'est quelque chose qui est quand même une nouveauté. Ouais. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Nicolas Senez, journaliste à La Croix. Merci pour votre éclairage. Donc, on suivra sur TV5 Monde cette visite papale qui commence demain au Luxembourg, puis ensuite en Belgique.